La TVT au cœur de l'information. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Le Togo s'apprête à bénéficier de l'initiative américaine Prosper Africa dans le but d'accroître les échanges et les investissements avec le secteur privé américain et d'améliorer l'environnement des affaires. Le gouverneur de l'État de Mississippi aux États-Unis a fini son séjour dans notre pays ce mercredi. Les détails dans ce journal. Belle performance pour le Togo. Le pays réalise 13,4% des hausses de recettes budgétaires, la deuxième plus importante dans l'espace du mois. C'est la BCEAO qui l'a publié dans son dernier rapport. Quels sont les facteurs qui ont contribué à ces résultats? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Et puis vigilance sur les côtes togolaises durant ces vacances. La météo annonce le retour de la montée des marées avec d'éventuels dégâts. Les équipes de l'ANPC sont déjà prêtes à intervenir. Mais ce soir, nous allons mieux comprendre comment se manifeste le phénomène. Lucassi a posé la question aux spécialistes. Son reportage dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, la fin de la visite de Phil Bryan au Togo à la tête d'une délégation de Prosper Africa. Le gouverneur de Mississippi a repris l'avion ce matin en direction d'Accra au Ghana. Il a été accompagné à l'aéroport international Gnassingbé à Déma de Lomé par le Premier ministre Commissaire Lomklassou et arrivé depuis dimanche au Togo. Il s'est rendu sur les installations de l'IFAD à Elavagnon dans l'Est Mono. L'officiel de l'État de Mississippi a également visité le port autonome de Lomé, poumon économique du Togo. La foire commerciale Made in Togo est de retour aux États-Unis. Le gouverneur Phil Bryan promet témoigner de ce qu'il a vu au Togo, inciter les investisseurs privés à s'intéresser à notre pays qui aujourd'hui est engagé dans la réalisation de son PND, le plan national de développement. Et sachez que le gouverneur américain s'est par ailleurs félicité de la politique de développement économique du Togo sous le leadership du chef de l'État Faure Zinania Singbe, ainsi que la dynamique des relations de coopération entre les deux pays. Je l'annonçais à l'instant, belle performance pour l'économie togolaise. Les recettes budgétaires sont en hausse de 13,4% selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Le Togo réalise donc la deuxième plus importante hausse des recettes budgétaires de l'UEMOA en 2018. Quels sont les facteurs qui ont contribué à ces résultats et qu'est-ce qui va changer? Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Le Japon assiste le Togo en matière de sécurité physique et de gestion des stocks d'armes. Le pays vient de mettre à la disposition du ministère de la Sécurité 2 appareils de marquage d'armes avec leurs accessoires. Ces appareils ont été réceptionnés ce mercredi à Lomé. C'est dans le contexte du projet Assistance à la sécurité physique et gestion des stocks des armes obsolètes. Il est mis en œuvre par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Les précisions de Ferdinand Diassoa. Le terrorisme et l'extrémisme violent sont grandissants dans la sous-région ouest-africaine ces dernières décennies. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant et interpelle chaque État à prendre des mesures strictes et contraignantes pour endiguer le mal. Et l'une des solutions préconisées par les organismes internationaux reste la traçabilité des armes légères et de petit calibre, le plus souvent utilisées par les terroristes. Le Japon appuie le Togo en la matière avec du matériel de marquage des armes. 2 unités de marquage avec des compresseurs flambant neufs sont ici réceptionnées par le ministre en charge de la sécurité. Le matériel est composé de 2 unités de commande, des compresseurs et des appareils de marquage. Les appareils de marquage, c'est ça les grosses boîtes. Lorsqu'on appuie sur l'unité de commande, il y a la Penske Kit et c'est déjà enregistré. Ce qu'il faut marquer est déjà enregistré. Et elle pose cette marque sur l'arme. Donc une fois cette arme se retrouve dans la nature, il suffit d'avoir la chance de la retrouver. Ici, qu'est-ce qui a été marqué? Vous avez le logo de la CEDEAO. C'est un des principes, une des recommandations de la CEDEAO. Donc, le Togo faisant partie de la CEDEAO, il y a le logo de la CEDEAO. Vous avez les initiales de notre pays, TG, et vous avez PN, Police nationale. Les armes, c'est pas des jouets.
C'est des objets dangereux qui peuvent compromettre le développement de notre pays. Je voudrais peut-être dire l'occasion, au nom du gouvernement, remercier encore une fois le Japon et à travers l'ambassadeur ici présent pour la coopération multiforme qu'il développe avec notre pays. Cette cérémonie de remise de matériel de marquage des armes tient également lieu de lancement du projet d'assistance à la sécurité physique et gestion des stocks, marquage et destruction des armes obsolètes et leurs munitions au Togo. Projet mis en œuvre avec le concours du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, UNREC, est financé à hauteur de 630 millions de dollars US, soit environ 373 millions de francs CFA par le Japon. La stabilité et la sécurité est une condition indispensable pour le développement économique de chaque pays. Le Japon voudrait contribuer à la croissance économique durable du Togo à travers de coopération économique. Et cette assistance technique est un des éléments très importants. J'espère que ce sera contribué pour réaliser de stabilité de le Togo et bien sûr dans la légion ensemble. Depuis 2014, 10 030 armes légères détenues par des civils ont été déjà marquées au cours des opérations précédentes. Cette nouvelle opération de marquage des armes, qui démarre très prochainement, va permettre d'identifier non seulement des armes détenues par des civils, mais également celles détenues par des forces de l'ordre et de sécurité. Et l'armée et le militaire, c'est comme l'arbre et l'écorce. Les forces de l'ordre ont pour mission d'assurer la sécurité des populations au Togo et même à l'étranger. Mission accomplie pour ces 70 Togolais de l'unité de police constituée de la deuxième vague. Ils ont passé un an au Darfour pour le maintien de la paix et la sécurité. Ces soldats sont de retour au Togo, leur patrie natale. Et ce matin, la hiérarchie militaire a salué et félicité ces braves soldats. Le reportage est signé Medina Salami. À bord de cet avion, 70 militaires togolais de retour d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour. Sur le terrain des opérations, ils avaient pour mission principale de protéger les populations civiles. Après 12 mois, ils rentrent fiers d'avoir accompli leur mission. Et la FEU a passé 12 mois, 26 jours au Darfour, plus précisément à Zalendi. Donc elle avait comme mission d'assurer la protection des civils, du personnel de l'UNAMID et de l'ONU, la protection des humanitaires et la sécurisation des sites de l'ONU. Donc je saisis cette occasion pour remercier la haute hiérarchie de l'armée qui a eu confiance en nous déployant, n'est-ce pas, au Darfour. Ils sont 140 de l'unité de police constituée, envoyée par le Togo au Darfour. L'unité opère dans le cadre de la mission hybride de l'Union africaine et des Nations Unies. Ils étaient là-bas, n'étaient pas délaissés. On était toujours en contact avec eux pour suivre le travail qu'ils font sur le terrain. Donc ils ont fait un très bon travail. Nous sommes contents de les accueillir aujourd'hui. Je voudrais, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, les adresser les félicitations du gouvernement togolais et en même temps dire un grand merci au chef de l'État pour sa politique sécuritaire qui fait qu'il prône la paix partout. Donc c'est au nom de cette paix que nous avons envoyé les éléments au Darfour pour contribuer à stabiliser la sécurité dans ce pays frère. Pendant que le contingent arrivé retrouve les familles, la troupe de relais a pris le vol un peu plus tôt pour la même mission au Darfour. Et ils sont de retour au Bécaye, mais pas de répit pour ces soldats. Une autre activité les attend déjà. Ils vont maîtriser le fonctionnement du mécanisme national de la prévention de la torture. C'est la Commission nationale des droits de l'homme qui leur offre cette opportunité. La CNDH était à Kara pour cette séance avec les acteurs de la chaîne pénale. Les précisions de Nestor Mouzou. L'intervention sera... L'article 21 de la Constitution togolaise stipule que nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement inhumain ou dégradant.
Quant au nouveau code pénal, il incrimine la torture et les mauvais traitements en ses articles 199 et suivants. Le Togo dispose donc des instruments de lutte contre la torture et d'autres traitements inhumains. Mais ces tests sont-ils respectés? Là se trouve la question. Au cours de cette formation organisée par la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, il est question de familiariser les participants avec les mesures contre la torture et autres pratiques semblables. La présente rencontre a pour objectif d'outiller les différents acteurs de la chaîne pénale que vous êtes, magistrats, officiers de police judiciaire, les régisseurs de prison, les surveillants de prison, de rudiments nécessaires pour mieux prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté. Il s'agit spécifiquement d'amener les acteurs de la chaîne pénale à mieux connaître le cadre légal de prévention de la torture, de familiariser les acteurs de la chaîne pénale à la notion de prévention de la torture et de les amener à mieux collaborer avec la CNDH, en particulier avec le MNP. C'est pourquoi les thèmes suivants ont été retenus. Les instruments de prévention de la torture, le MNP et son fonctionnement, la responsabilité des acteurs de la chaîne pénale dans la prévention de la torture. Dans la gestion des questions liées à la torture et au traitement inhumain, la CNDH travaille avec plusieurs organisations, dont le CACIT. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo est co-organisateur de cette formation. Après la ratification du protocole additionnel relatif à la Convention contre la torture en 2010, il était important que l'État togolais mette en place ce que nous appelons le mécanisme national de prévention contre la torture. Ce mécanisme est un outil qui va aider l'État à prévenir la torture dans les lieux de détention. Surtout que ces acteurs ce sont les premiers, ce sont les premiers contacts des personnes privées de liberté. C'est important qu'on arrive à les outiller, à les familiariser sur le cadre légal, comment ça fonctionne. La CNDH et le CACIT ont bénéficié dans l'organisation de cette rencontre du soutien du HCDH, au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de l'APT, Association pour la prévention de la torture, et du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette formation fait suite à celle qui a été tenue à Lomé il y a quelques jours à l'endroit des autres acteurs de la chaîne pénale. Je vous l'annonçais à l'instant, belle performance pour l'économie togolaise. Les recettes budgétaires sont en hausse de 13,4% selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le Togo réalise donc la deuxième plus importante hausse des recettes budgétaires de l'UEMOA en 2018. Quels sont les facteurs qui ont contribué à ces résultats? Qu'est-ce qui va changer? Les réponses avec Kamel Madiakapo. A enregistré une hausse des recettes budgétaires de 13,4% en 2018 comparativement à l'année précédente, selon le rapport annuel de la BCAO. Zone UEMOA, derrière le Niger, plus 23,5% et devant le Burkina Faso, plus 12,3%. Ces trois pays forment donc le trio de tête de cet indicateur. Dans l'ensemble, les recouvrements se sont élevés à 12 832,7 milliards de francs CFA, soit 18,4% du PIB dans l'Union à fin décembre 2018. Ceci équivaut à une hausse de 1094,0 milliards de francs CFA, soit 9,3% par rapport à l'année précédente. Cependant, la BCAO précise qu'en dépit de cette amélioration du recouvrement des recettes, le taux de pression fiscale est resté faible à 15,7% en 2018, demeurant en deçà de l'objectif communautaire de 20% au minimum à l'horizon 2019. L'Office togolais des recettes OTR chargé du recouvrement s'est fixé comme objectif en 2019 de collecter 669 milliards de francs CFA en taxes et impôts. Déjà pour le compte du premier semestre de l'année, 326 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit 48,8% du montant fixé. Cette performance de l'OTR serait portée par un ensemble de réformes dont les plus marquantes sont la promotion de la contribution volontaire, la télédéclaration ou le télépaiement.
Alerte, attention aux baignades, aux activités nautiques à proximité de la mer et aux promenades sur la plage. La météo annonce le retour des hautes marées à partir de ce mois d'août jusqu'à octobre. Les usagers et les riverains du littoral sont appelés à plus de vigilance. L'Agence nationale de protection civile, l'ANPC, est déjà prête à intervenir en cas d'urgence ou de besoin. Ce soir, on s'intéresse au phénomène, la montée des marées. Comment se manifeste-t-elle? Quelles sont les mesures mises en place? La réponse dans ce dossier de Lucassi. Les côtes togolaises pourraient subir une montée exceptionnelle de marée. Selon les prévisions météorologiques et hydrographiques, l'on pourrait assister à un phénomène caractérisé par des variations du niveau de l'océan à partir de ce mois d'août jusqu'en octobre. Ces marées hautes et eaux vives trouvent leur origine dans l'alignement des corps célestes. La Terre, le Soleil et la Lune ont une influence sur les masses liquides et donc les attirent. Et en période de pleine lune et de nouvelle lune, ces corps célestes sont pratiquement alignés. Et quand ils sont alignés, leur influence s'additionne et entraîne des marées de grande amplitude qui sont à l'origine des marées hautes. Sur cette carte qui est projetée, 3-4 lignes. La première ligne qui indique le trait de côte, et là la ligne bleue, ce sont les habitations qui sont abandonnées, et vous allez voir la ligne rouge, ça c'est vraiment la ligne des marées hautes exceptionnelles, ou que si le phénomène se produisait, toutes les habitations qui sont dans cet enclos-là vont être touchées. Ici, nous sommes vraiment dans le secteur de Agbavi, qui est très, très affecté, qui subit vraiment le phénomène. L'érosion côtière, les inondations, les invasions marines sont entre autres dégâts que pourrait engendrer ce phénomène. À cela s'ajoutent les pertes en vies humaines et de propriété ainsi que des dommages sur les infrastructures situées le long du littoral. Au fur et à mesure que le phénomène se produit, se répète, ça contribue à éroder davantage, à ronger la zone côtière. Et c'est de cette façon vraiment que les marées hautes contribuent à accélérer le phénomène d'érosion côtière sur notre côte, avec bien sûr les dégradations que nous connaissons tous. C'est pratiquement toute la côte du Togo qui est affectée par le phénomène. Et donc les populations ou les communautés qui sont installées ne doivent pas en ces périodes-là s'amuser à aller en simple promenade ou aller se baigner. Ou que s'il doit avoir quelques mouvements sur la zone, il faudrait nécessairement informer les autorités, les spécialistes, tous les services qui sont impliqués dans la gestion de la zone côtière. L'Agence nationale de la protection civile ANPC, chargée de coordonner toutes les actions de prévention et de riposte des catastrophes, a déjà pris des dispositions qui s'imposent et se dit prête à agir en cas de besoin. Nous avons accru la surveillance pour éviter des cas d'incident. Quand il y a une situation de catastrophe ou de haute marée, la NPC étant le leader dans la coordination des situations d'urgence, il réunit tous les acteurs pour faire le sauvetage. Il faut secourir, sauver les gens et après faire une évaluation en vue d'une intervention humanitaire. Nous lançons un appel vibrant à tous les occupants de la côte que les 3 mois à venir, c'est le temps des hautes marées. Donc, accroître l'écoute à la sensibilisation, à la surveillance et attirer l'attention des autorités en cas de haute marée pour qu'on puisse, les services compétents puissent intervenir rapidement. On les appelle à plus de vigilance
on les appelle à plus de vigilance pour éviter des cas de catastrophe. Une cellule de veille nationale est mise en place par le gouvernement afin de suivre de près le dit phénomène. Ceci dans l'optique de parer à toute éventualité. Et pour les 3 mois concernés, les baignades, les promenades sur la plage ou toute autre activité nautique à proximité immédiate de la mer sont déconseillées aux usagers et riverains de la côte. La suite de cette édition, bonne nouvelle pour les chômeurs vulnérables au Togo. Un mécanisme d'accompagnement sera bientôt mis en place en leur faveur. Une étude a déjà été menée sur la situation du chômage et de sous-emploi dans le Grand Lomé et dans la région de la Kara. Le rapport a été examiné depuis hier à Lomé à l'initiative du ministère de l'Action sociale. Que prévoit ce rapport? Qu'est-ce qui va changer? Carmen Madia Capo. Selon le questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être Cube 2015, le Togo enregistre un taux de chômage de 3,4% et 25,8% de sous-emploi. Pour relever ce défi, le gouvernement prévoit de consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion susceptibles de réduire le chômage et le sous-emploi. Le ministère de l'Action sociale a donc commandité une étude à cet effet. Le document est ici soumis aux acteurs pour validation. Le Togo connaît l'un des plus bas taux de chômage dans la sous-région. Cependant, ce bas taux cache des poches de vulnérabilité. Parce que pour des gens qui n'ont jamais travaillé, pour des gens qui ont perdu leur emploi, pour des gens qui sont en fin de contrat, c'est une véritable préoccupation. Et parfois, ces gens, n'arrivant pas à trouver des issues, se rapportent au ministère de l'Action sociale. Le ministère s'est retrouvé pour dire qu'il faut trouver une réponse durable pour renforcer la résilience des chômeurs vulnérables. L'étude a été réalisée par le CADERT, précisément dans le Grand Lomé et dans la région de la Kara. Les résultats permettront de trouver des réponses pertinentes et durables à la vulnérabilité des chômeurs. Pour pouvoir arriver à généraliser ou à extrapoler ces résultats, il va falloir à ce que l'étude continue et couvrir les autres régions. Parce qu'une affaire de chômage ou de sous-emploi doit être contextualisée. Un chômeur, par exemple, dans la région de la Savane, n'a pas les mêmes atouts ou les mêmes opportunités de survivre qu'un chômeur dans la région de Grand Lomé. Cette étude va apporter une réponse adéquate au phénomène de chômage et du sous-emploi au Togo afin de garantir l'équilibre socio-économique. Sachez que Radio Lomé a 66 ans cette année, anniversaire célébré hier dans la sobriété. Pour l'occasion, certains agents admis à la retraite ont été honorés. Une manière pour les responsables de la mère des radios de leur dire merci pour le service rendu. Sandra Aziagoué. 6 ans d'existence de Radio Lomé, la station du plaisir, célébrée avec les anciens qui ont marqué la vie de cet organe public. À l'instar de Bintou Urokura, ex-animatrice de l'émission L'As et la cagnotte, très suivie, fait partie des impétrants. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que ce n'est pas donné à tout le monde et travailler et puis aller jusqu'à la retraite. Tout d'abord, il faut aimer ce qu'on fait. C'est l'amour du travail qui est très important. Lorsqu'on aime ce qu'on fait, tout est facile. Se donner et comme ça, on peut réussir. Et si la personne veut faire comme moi, la première des choses, c'est de se cultiver. En partant, j'ai eu à initier les jeunes qui sont avec moi et qui sont en train de faire du beau travail. Radio Lomé a sa partition à jouer dans la mise en œuvre du PND. Cette célébration est justement placée sous le signe du développement. Radio Lomé, 66 ans, il y a un parcours. Et le parcours, c'est les hommes qui ont fait ce parcours. Et ces hommes méritent d'être félicités. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe tous, et surtout le gouvernement, c'est le PND. Et comment œuvrer pour que nous puissions atteindre
les missions ou les objectifs fixés par ce PND, Radio Lomé se trouve donc en bonne position pour participer à ce développement, pour amener donc ce projet à bon port. Nous sommes dans un monde concurrentiel et notre objectif aujourd'hui c'est de faire de telle sorte que nous puissions nous hisser au plus haut niveau par rapport à notre position. Depuis la date de sa création, le 13 août 1953, à aujourd'hui, Radio Lomé demeure un outil de développement. Les responsables de la dite station comptent sur son personnel pour accomplir la mission assignée à son service. Et sachez également que demain jeudi ont lieu les élections municipales partielles. 5 communes vont élire leurs conseillers municipaux. Et à la veille du scrutin, le président de la CENI s'apprête à délivrer un message. Direction la CENI où nous retrouvons Gerson Dovo. Vous êtes avec le président pour son message. Gerson, bonsoir. Bonsoir à tous, nous sommes effectivement ici à la CENI et dans quelques instants avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. Avec lui, nous évoquons tout à l'heure, dans quelques instants donc, les partiels de demain, jeudi. 5 communes sont concernées, vous le savez, par ces partiels AV2, Barça 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4. Pourquoi des partiels dans ces communes? Eh bien, vous le savez, l'élection des conseillers municipaux dans ces localités avait été reportée dans AV2, Bassa 4 et Oti Sud 1 notamment pour des raisons techniques évoquées à l'époque donc par la CENI, la Commission électorale nationale. La Cour suprême va ensuite, au lendemain des résultats, invalider les résultats de 2 autres communes, notamment dans Wawa 1 et Zio 4. Et donc, on refait le match, on refait le jeu dans ces 5 communes concernées par ces partiels. Et aujourd'hui, c'est la veille donc de ce scrutin. Et à la veille de ce scrutin, eh bien, nous sommes avec le président pour avoir des précisions sur les préparatifs donc, de ce scrutin. Nous sommes donc avec le président de la CENI. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre donc à nos questions. Est-ce que demain, ce sera le vote, est-ce que la CENI est prête pour ces partiels de demain jeudi? Oui, la CENI commencera par dire qu'elle est prête pour le vote qui est prévu demain 15 août 2019. Qu'est-ce qui a été fait, Monsieur le Président, pour la préparation, l'organisation, la réussite de ces partiels? Déjà, nous allons commencer en disant que vous avez effectivement rappelé les conditions dans lesquelles ces élections ont été appelées à se tenir dans les 5 communes où elles n'avaient pas pu avoir lieu. Et dans les 3 premières communes, AV2 et Bassar 4, c'était des raisons d'ordre technique, d'organisation. Au niveau de l'OTI Sud 1, c'était particulièrement des problèmes sociaux qui se sont développés sur le parcours et qui nous ont amenés à ne pas, disons, à décider de reporter ces élections en ce moment-là. La Cour suprême, effectivement, a invalidé les résultats dans 2 des communes, notamment Zio 4 et Wawa 1. Et dans ce cadre, le gouvernement était appelé à instruire, décider des nouvelles dates pour la tenue de ces élections. Ainsi, le gouvernement a pris un décret le 24 juillet en Conseil des ministres pour appeler le corps électoral pour le vote à la date fixée le 15 août. Également pour fixer les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale. Et bien sûr fixer la date, comme je viens de le dire, le 15 août pour le vote lui-même. Dès cet instant, dès la publication de ce décret, la CENI s'est mise au travail, travail qu'elle a d'ailleurs commencé depuis assez longtemps pour la grande partie qui a été déjà courue. Et à ce jour, effectivement, toutes les dispositions ont été prises pour que le scrutin ait lieu effectivement demain le 15 août, comme décidé dans le décret du gouvernement. Sur le plan pratique, en termes de dispositions, au lendemain de la publication du décret, la CENI, l'ensemble de la commission de la CENI, a organisé une plénière au cours de laquelle un chronogramme a été adopté pour fixer le déroulement, le processus de déroulement de l'ensemble des préparatifs. Dans ce cadre, le chronogramme a retenu un certain nombre de dispositions. D'abord, la préparation sur le plan matériel,
qui consistait à la mise en place, au déploiement de l'ensemble du dispositif matériel pour l'organisation du scrutin, comprenant bien sûr tout ce qui rentre en ligne de compte pour effectivement faire fonctionner les différents démembrements et particulièrement les bureaux de vote le jour du scrutin. Et donc ça c'est sur le plan logistique, sur le plan matériel. Également en préparation de la tenue de la campagne électorale, la CENI a procédé à la confection et à la mise en place d'une part des spécimens de bulletins pour la campagne, pour permettre aux candidats d'aller sur le terrain avec leur logo pour pouvoir faire leur propagande, et également la confection aussi des bulletins de vote qui ont été mis en place dans l'ensemble des 5 communes pour le vote lui-même qui va se dérouler demain. Voilà, et en ce qui concerne le déroulement même de la campagne électorale, quelle appréciation portez-vous justement sur cette campagne battue dans ces 5 communes concernées par ces partiels? Oui, nous sommes plutôt satisfaits du déroulement de la campagne telle qu'elle s'est déroulée. Globalement, la campagne s'est avérée apaisée. Elle s'est tenue dans le calme. Et les forces de sécurité, la FOSE s'est déployée pour garantir la libre circulation, la liberté de mouvement de l'ensemble des candidats. Et dans l'ensemble, la campagne s'est très bien déroulée. Nous allons quand même indiquer qu'à quelques endroits, il y a eu quelques velléités, je dirais, d'échanges verbaux un peu forts entre les candidats, mais l'ensemble du dispositif, le déploiement des superviseurs de la CENI qui sont sur le terrain, les partis politiques eux-mêmes et l'ensemble des candidats se sont montrés très responsables pour ramener le calme partout où c'était nécessaire, et nous pouvons aujourd'hui dire qu'aucun candidat, à notre connaissance, n'a de s'est exprimé pour faire état de difficultés particulières pour la conduite de la campagne qui, pour nous, s'est très bien déroulée. Alors, d'entendre, il n'y a pas de quoi, que rien ne remet en cause le scrutin de demain, jeudi 15 août, donc pour ces partiels. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un message assez particulier à l'endroit des électeurs de ces communes concernées, des candidats de ces communes ou de la population de ces communes concernées? Avez-vous un message assez particulier? Oui, nous avons un message pour l'ensemble, disons, de la nation d'abord, parce qu'il faut que le pays continue par vivre dans un climat de paix, dans un climat du bon vivre ensemble. Et je crois pouvoir dire que cette campagne qui s'achève s'étant très bien déroulée, nous espérons que la journée de demain également sera suffisamment sereine, calme, pour que le vote puisse se dérouler effectivement sans aucun embâche. Et là-dessus également, il importe, en s'adressant particulièrement aux candidats, de pouvoir dire que le vote qui va avoir lieu rentre naturellement comme il se doit dans la ligne d'une compétition. Mais la compétition n'est pas une occasion de confrontation violente. Et je crois que tel que ça s'est passé au cours de la campagne, le même climat va pouvoir prévaloir demain. Et d'ores et déjà, nous remercions et félicitons les candidats pour leur haut sens de responsabilité, également pour leur maturité politique, pour que le jeu électoral dans notre pays reste toujours un jeu paisible où c'est la force des idées qui prévalent et non pas une confrontation violente comme nous venons de le dire. Oui, nous saisissons cette occasion également pour lancer un appel à l'ensemble du personnel de terrain qui va demain être à la coordination de l'ensemble des tâches qui sont à conduire pour le vote. Nous avons en prévision, avant d'aller plus loin, en prévision du vote de demain, nous avons pris une mesure que nous avons annoncée qui avait indiqué l'interdiction, nous le soulignons à nouveau ici, qui avait indiqué l'interdiction des votes par dérogation et des votes des omis.
c'est des dispositions effectives lors de toutes les élections qui se tiennent, mais vu la particularité des élections dans les 5 communes et les risques d'atteinte éventuelle à l'intégrité du scrutin, il nous a paru nécessaire effectivement de prendre ces mesures. Nous tenons à les réaffirmer, que le personnel à tous les niveaux, les délégués des candidats également, comprennent les raisons pour lesquelles c'est pour vraiment la sérénité et l'intégrité surtout des résultats qui vont en sortir. Au niveau du personnel, comme je le disais, j'invite l'ensemble des équipes de terrain, particulièrement les membres des bureaux de vote, à faire preuve de sens de responsabilité, comme ils l'ont toujours démontré, pour que les résultats qui vont sortir de ces élections demain ne souffrent d'aucune contestation. L'intégrité du scrutin dépend également de la manière dont nous observons la loi électorale, de la manière dont elle est appliquée, et ça, ce sont les acteurs qui sont impliqués dans ce processus qui ont la responsabilité de faire en sorte que les résultats auxquels nous aboutissons soient des résultats incontestables pour la paix dans notre pays. Donc, c'est ce message que je tiens à apporter à l'ensemble de la population pour que la sérénité prévale, à l'ensemble du pays pour que la quiétude prévale, pour que les électeurs demain puissent aller librement au vote. Je dis également merci et les félicitations également. J'appelle la FOSE à maintenir bien sûr sa mission. Elle a conduit de manière satisfaisante jusqu'à présent et pour demain, nous sommes assurés qu'elle est toujours présente et qu'elle fera en sorte que l'ordre prévale partout dans ces communes où le vote va avoir lieu. Merci Monsieur le Président donc, pour toutes ces précisions. Prudence, vous l'avez suivi en direct avec nous. Donc au total, Prudence, 63 conseillers municipaux viendront compléter la liste des conseillers municipaux déjà élus au scrutin du 30 juin dernier. Ce sera donc tout. Demain, on suivra le scrutin. À vous pour la suite de votre journal. Merci Gerson pour cet entretien avec le président de la CENI depuis le siège de l'institution à la veille des élections municipales partielles dans les 5 communes concernées. Sport pour finir, le vivre ensemble autour du ballon. Cela se déroule depuis hier sur le terrain d'Aoussa Zongo. 6 équipes de football des cantons d'Aguanivé s'affrontent pour ce tournoi à l'initiative de la session Unir Aguanivé. Les phases préliminaires de la compétition avec Lucassi. Le sport roi comme canal de propagation des valeurs de paix. 6 équipes issues des cantons d'Adétikopé, d'Agoué, de Legbasito, Togblékopé, Zanguera et Vakposito compétissent pour le trophée ultime. Enlevé de rideau de la phase éliminatoire, l'équipe d'Adétikopé a courbé les chines devant celle de Vakposito 0-2. Le second match qui a opposé les équipes de Zanguera et de Legbasito a tourné à l'avantage des Verts de Zanguera 1-0. Je suis très content de la victoire. On a marqué sur un penalty. La deuxième mi-temps n'était pas facile. On n'a pas suffisamment produit ou bien développé notre jeu. Je pense qu'à la suite, on va essayer de corriger et nous remporterons la victoire. Toujours la paix règne dans tous les quartiers. Et donc on maintient la paix pour ce petit gars-là. Dans nos cantons ou bien nos villages, on va essayer de partager la paix avec nos villageois. Et je remercie les organisateurs de cette compétition. Pour revenir au jeu, je dirais que mes joueurs n'ont pas démérité. Ils n'ont vraiment pas démérité. On a eu un but contre le coup du jeu. Nul ne peut contre la paix. Je partage vraiment l'initiative ou bien l'objectif de cette compétition. Une initiative du parti politique Union pour la République UNIR. Le fair play, synonyme de l'acceptation de l'autre, de tolérance, du vivre ensemble et de cohésion sociale. Des valeurs cardinales partagées par le parti avec les populations de la préfecture d'Aguenivé. C'est pour se familiariser, pour que les communautés se retrouvent, qu'il y ait une bonne entente entre les cantons qui sont dans la localité. Et dans le but aussi de se connaître au niveau des jeunes, nous nous retrouvons ensemble pour promouvoir la politique de paix, de développement de notre champion. Les demi-finales et la finale de cette compétition se jouent respectivement les 19 et 24 août prochains sur le terrain d'Aoussa Zongo.
Ibrahima Mounatou, vice-président du parti Union pour la République, zone d'Agouenivé, s'est fait représenter à ce tournoi dénommé Vivre Ensemble par Covier Adam Bonou. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.